Alors, à la suite de ma première intervention, je vous disais donc que l'évolution de la maladie n'est pas inéluctable chez tous les patients. Et elle n'est pas inéluctable, non seulement pour les raisons que j'ai déjà avancées, mais aussi parce qu'il y a des variations dans le traitement médicamenteux, bien sûr. Tous les malades ne reçoivent pas les mêmes traitements, ça dépend un petit peu des habitudes des uns et des autres, même s'il y a quelques règles. Et puis, ils n'ont pas la même réponse aux médicaments. Et ça, c'est également en relation avec leur patrimoine génétique, hein, ça tout le monde le sait. Donc, il va y avoir des évolutions différentes de ce point de vue-là. Et puis, il y a aussi des évolutions différentes en fonction du contexte familial et du contexte social. Par exemple, si les parents sont plus aidés, s'ils ont accueilli la maladie avec peut-être une attitude plus positive ou plus négative, ça va être différent. Et puis aussi en fonction des possibilités régionales, enfin de ce qui existe autour d'eux justement, et pour le traitement et pour la prise en charge. Parce que effectivement, un des facteurs qui vont faire que l'évolution peut être plus ou moins positive, ça va être le fait d'avoir une prise en charge plus ou moins précoce. Alors, cette prise en charge précoce, elle va nécessiter d'abord des bilans réguliers. À une époque, on me disait que ce n'était pas nécessaire de faire tout le temps des évaluations du développement des enfants. Mais moi, je pense que c'est nécessaire, parce qu'il faut évaluer à la fois leurs déficits et leurs capacités, pour savoir comment on peut pour le mieux les aider. Il faut profiter de ce qu'ils peuvent faire et essayer d'éviter, évidemment, tout ce qui est difficile pour eux, tout au moins, de les aider à surmonter ces difficultés. Alors ce seront des bilans à la fois psychologiques, sur le plan affectif notamment, mais aussi neuropsychologiques, hein, pour les différentes fonctions cognitives, que ce soit le langage, la motricité, la mémoire, la coordination oculovisuelle qui est extrêmement importante, etc. Mais également des bilans moteurs, parce que même si au début les troubles moteurs ne sont pas les plus importants, eh bien il y a d'abord les troubles de la coordination, les tremblements, les myoclonies qui gênent les mouvements fins, et puis il y a les troubles de la posture qui va se modifier au fil des années, et puis il y a les troubles de la marche, de la déambulation, etc. Donc tout ceci nécessite d'être évalué, d'être connu. Et à partir de là, à partir de ces évaluations, on va pouvoir mettre en place des rééducations qui vont être variées. Alors actuellement, tout au moins dans notre pays, de même qu'en Italie, les autres pays européens, les prises en charge les plus fréquemment mises en jeu et les plus faciles aussi à mettre en jeu, c'est l'orthophonie pour les problèmes de langage et la psychomotricité pour les problèmes des mouvements fins, de la coordination et aussi les troubles de l'équilibre. Mais je voudrais insister pour dire que ce n'est pas suffisant et qu'il faut peut-être aussi ne pas négliger ce qui peut être obtenu grâce à la kinésithérapie. Et ça va dépendre justement des bilans moteurs dont j'ai parlé. Alors, en plus des problèmes des mouvements fins, il faut surveiller la posture de ces enfants, qui au début paraît tout à fait normale, mais chez certains d'entre eux, et chez pas tous, hein, comme je l'ai déjà dit, on va voir qu'il y a la posture des pieds qui va se modifier. Les pieds vont devenir des pieds plats, et les enfants vont commencer à avoir les pieds qui se mettent sur leur bord interne, et qui se mettent aussi plus ou moins en valgus, ce qui va considérablement, si ça persiste et si ça augmente, gêner la marche. Il y a un autre problème qui est celui de la flexion des genoux, de la flexion des hanches, qui risque d'aboutir à ce qu'on appelle une attitude, alors c'est un terme anglais, hein, c'est le crouch gait, c'est-à-dire c'est comme si on marchait, comme si on était assis. Et ça, c'est évidemment très gênant, surtout quand on devient plus grand. Ça a été très bien étudié en Australie. On sait à
peu près comment ça se passe. Malheureusement, on ne sait toujours pas exactement quelles sont les raisons initiales de ces troubles. Et là, il y a très peu d'études qui s'y intéressent. Et donc, pour tout cela, eh bien, c'est la kinésithérapie qui va être la rééducation de choix. Et on espère que de cette façon, on va éviter qu'il y ait des troubles trop importants qui s'aggravent à l'adolescence. Vous savez que l'adolescence, c'est un moment où la croissance somatique se fait de façon très explosive, et c'est à ce moment-là que l'on peut voir des troubles posturaux, même chez des adolescents qui ne sont pas malades. Hein. Par exemple, les scolioses qu'on voit apparaître surtout chez les adolescents. Et bien chez les enfants avec ce syndrome de Dravet, on a aussi le risque de l'aggravation des troubles moteurs qui étaient déjà préexistants, mais à moindre degré. Et finalement, ces troubles s'accompagnent également d'une certaine faiblesse musculaire. Ces enfants, adolescents, jeunes adultes vont devenir fatigables et ils auront beaucoup de difficultés, pour certains d'entre eux, à marcher tout seuls, à faire de longues marches, ils auront souvent besoin d'une aide. Donc c'est pour éviter cette évolution quand même très, très préoccupante qu'il faut, dès le début, essayer d'en déceler, si vous voulez, les prémices et d'aider les enfants à lutter contre ce type d'évolution. Il y a un autre aspect qu'il faut bien connaître dans la prise en charge précoce, c'est l'impact des troubles cognitifs sur le comportement. Par exemple, on a constaté depuis le début, dans toutes les études, et les parents le savent très bien, que ces enfants comprennent beaucoup mieux qu'ils ne savent s'exprimer. Alors effectivement, ils peuvent comprendre ce qu'on leur demande, ils peuvent comprendre quel type d'activité on leur propose, ils peuvent comprendre ce qu'on leur raconte dans une histoire, mais ils auront beaucoup de mal à conceptualiser ce que eux-mêmes ils pensent, ce que eux-mêmes ils voudraient dire. Et ils ne trouvent pas la façon de s'exprimer, non seulement au niveau des mots, mais même à la façon d'organiser ce qu'ils voudraient dire. Et donc ça, il faut le savoir parce que ça peut conduire à des attitudes d'opposition. Parce que s'ils ne peuvent pas, eh bien finalement ils refusent, ils ne répondent plus, ils vont faire autre chose. Et parfois aussi à des réponses de type colère, agressivité, etc. Voilà, donc si vous voulez, tout ceci va nécessiter une grande disponibilité de la part des soignants. Et malheureusement, eh bien, maintenant, vous le savez aussi, les services spécialisés sont surchargés, il y a de moins en moins de personnel, les médecins sont peu disponibles pour s'intéresser à l'ensemble de la situation, ils sont plus préoccupés, c'est normal, par le traitement médicamenteux, etc. Et donc, il faut essayer quand même de trouver les équipes qui permettent d'avoir cette prise en charge. Et évidemment, ceci va varier selon l'endroit où on se trouve. Hein. Il y a des endroits dans des petites villes, par exemple, loin des centres universitaires, où on ne va pas trouver les équipes nécessaires pour avoir ce type d'approche. Voilà. J'espère que ça continuera plutôt à s'améliorer qu'à s'aggraver et que vous pourrez en faire bénéficier vos enfants le plus tôt possible. Voilà.